Jeudi 11 avril 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les détails des informations de ce jour, le 4e centre de nutrition pour enfants de la commune d'Antananarivo a été inauguré aujourd'hui. De tels centres permettent de lutter contre la malnutrition infantile. Selon les informations, l'objectif de la commune urbaine d'Antananarivo est d'implanter un centre de nutrition pour enfants dans chacun des 6 arrondissements, a indiqué le président de la délégation spéciale d'Antananarivo. Reportage de Mervelat Sferen sur les images de presse d'Enilson. Selon les dernières statistiques, le taux de malnutrition aiguë à Madagascar est de 40% et la région d'Analamangue en est également touchée. Une stratégie pour la prise en charge des enfants vulnérables touchés par la malnutrition est la mise en place d'un centre de nutrition comme celui inauguré aujourd'hui à Namuntan, dans le 4e arrondissement. Celui de Namuntan, qui est le 4e du genre à Antananarivo, après celui d'Andetesanavoni, où a été réalisé le projet pilote, celui d'Issouch et celui d'Anjavwang. C'est le défi de la municipalité de la commune urbaine d'Antananarivo de construire de tels centres dans les 6 arrondissements qui la composent. La commune, en partenariat avec l'AFD, facilitera les démarches administratives pour leur implantation. Au sein de la capitale, les familles les plus vulnérables sont les plus touchées, particulièrement les femmes et les enfants. Il est certain que la malnutrition a des effets néfastes sur le développement des enfants, tant sur le plan physique que mental. Nous constatons avec désolation que leur croissance demeure lente, due à l'insuffisance de nutriments. La mise en place de cette infrastructure répond entièrement aux objectifs du président de la République Andradjuel de soutenir le développement social en veillant à la santé et au bien-être de la population. Elle s'inscrit également dans un des piliers de la politique générale de l'État, à savoir la protection et le renforcement du capital humain. Les enfants et leurs mères en bonne santé est un regard pour le développement socio-économique de notre pays. 100 rations par jour sont disponibles au sein de ce centre nutritionnel de Namuntan. Par ailleurs, cet établissement nouvellement inauguré dispose également d'un centre d'éveil pour le développement psychomoteur des enfants et d'une bibliothèque. Nous avons aujourd'hui inauguré ce magnifique hôtel Injazakel qui, pour l'essentiel, vient apporter une réponse aux enjeux de malnutrition ou de sous-nutrition de la population malgache. Et ici même, on produit, on prépare de la nourriture avec bien sûr des compléments nutritionnels pour les enfants malgaches qui sont souvent, en tous les cas ici dans ces quartiers, dans des situations un petit peu difficiles. Mais on fait plus que cela. Nous avons également inauguré des salles qui vont permettre leur développement cérébral, scolaire. On a aussi inauguré une salle qui va permettre de répondre à leurs enjeux de santé. Donc je crois que une fois de plus, on voit que lorsqu'on a un projet qui a de l'impact sur les populations, quand on a un projet qui associe l'ensemble des acteurs, les pouvoirs publics que représente monsieur le PDS, le ministère de la Santé et bien d'autres, des ONG malgaches et françaises qui ont la compétence, qui ont l'engagement, des entreprises aussi qui sont en accompagnement de ce projet, eh bien la France, à travers l'Agence française de développement, s'honore d'être aux côtés de la population malgache pour apporter sa contribution au développement et surtout une réponse très concrète aux défis des populations les plus vulnérables. Et elle continuera de le faire. Cette infrastructure a été obtenue grâce à la coopération de la commune urbaine d'Antananarivo, de l'AFD et d'entreprises privées. Le PDS a exhorté la population pour l'entretien de ce centre. Dans un autre sujet, l'OIT a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec Madagascar pour améliorer l'environnement du travail dans le pays lors de ses discussions avec la délégation spéciale qui participe à la conférence sur le travail à Genève. La discussion s'est portée sur la sécurité et la santé au travail, la promotion du travail décent et de la justice sociale à Madagascar, ainsi que l'intégration des secteurs informels dans le secteur formel. Reportage.
Suite à la rencontre du président de la République de Madagascar avec le directeur général de l'Organisation internationale du travail, ou l'OIT, lors de la dernière conférence internationale du travail en juin 2023, la délégation tripartite menée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a entamé des discussions techniques pour la poursuite de la collaboration entre cette agence des Nations Unies et les mandats tripartites de Madagascar. Des thématiques telles que l'extension de la protection sociale contributive, la formalisation du secteur informel, ainsi que la migration de main-d'œuvre ont été abordées. L'OIT est le premier partenaire technique et financier du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État et reste un soutien pour les organisations d'employeurs et de travailleurs malagasy. Les intérêts des travailleurs et ceux des résidents sont particulièrement pris en compte dans l'établissement d'une justice sociale pour tous. Une coopération internationale est donc nécessaire pour renforcer la lutte contre les inégalités dans le monde du travail et pour soutenir les efforts de développement économique durable. En éducation, la courte pause entre le 4e et le 5e bimestre de cette année scolaire a pour but de permettre aux élèves et aux enseignants de mieux se préparer mentalement aux examens officiels selon les informations. Néanmoins, les écoles privées ne sont pas tenues de suivre le calendrier établi par le ministère selon les explications. Reportage sur les images de Anzar Hazanarville. Toutes les dates d'examen et les vacances dans une année scolaire sont déjà déterminées à l'avance dans le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation. Dans les établissements publics, l'année est toujours subdivisée en 5 bimestres ponctués de 4 pauses, mais il convient de noter que les écoles privées ne sont pas obligées à suivre ce calendrier établi par le ministère. La pause après le premier bimestre coïncidait avec la Toussaint et qui a débuté le 28 octobre pour se terminer le 5 novembre. Pour les vacances de Noël, les élèves ont eu 2 semaines de pause du 23 décembre au 7 janvier. La période cyclonique de janvier à mars, qui était officiellement entrecoupée d'une pause d'une semaine de 2 mars jusqu'au 10 mars dernier. Pour cette année scolaire, les vacances de Pâques n'ont pas été prévues, mais une petite pause entre le 4e bimestre et le 5e bimestre est programmée du 27 avril au 6 mai. Cette petite pause qui a également pour but de permettre aux élèves et aux enseignants de mieux se préparer mentalement aux examens officiels selon les explications. Pour rappel, cette année scolaire 2023-2024 prendra fin le 29 juin. Ensuite, le système d'enseignement technique et de la formation professionnelle à Madagascar connaîtra une réforme pour s'adapter à l'évolution actuelle. Il faudra environ 5 mois pour que tout le processus de cette réforme soit mené à terme afin de pouvoir l'appliquer immédiatement dès la prochaine année académique. L'atelier de consultation à cet effet a débuté aujourd'hui à Mpefilou et se poursuivra ensuite dans d'autres régions. Mervoulat-Sferan et Braz Denilson. Le système éducatif développé en 1990 est toujours utilisé jusqu'à présent en 2024 dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Madagascar. Ainsi, les élèves sont de moins en moins intéressés à embrasser cette filière technique. En effet, 70% des élèves qui passent le BEPC choisissent l'enseignement général et à peine 30% choisissent l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il existe également des problèmes liés au niveau de l'enseignement, au manque de formateurs d'enseignants et à la vétusté du matériel utilisé. L'environnement de travail et de formation à Madagascar ne correspond plus à la réalité, entraînant une augmentation du taux de chômage. C'est précisément la raison pour laquelle le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle doit procéder à la réforme du système d'enseignement technique pour qu'il soit moderne et suive l'évolution mondiale. Un changement complet basé sur l'introduction de nouveaux programmes et donnant plus d'importance à la pratique. Un atelier de consultation a été lancé aujourd'hui au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Mpefilou. Par la suite, les consultations se poursuivront dans les régions et il faudra obtenir l'approbation du gouvernement avant sa mise en œuvre, qui devrait être achevée dans les 5 mois, c'est-à-dire qu'elle pourrait être appliquée dès la prochaine année académique.
Et 50 femmes détenues au sein de la prison d'Adanmour bénéficient désormais d'un emploi, une situation qui entre dans le cadre de la continuité de leur formation professionnelle de son jour, et cela fait partie également de la politique du ministère de la Justice pour la réinsertion sociale des femmes détenues après leur peine de prison, selon les informations fournies par la ministre de la Justice aujourd'hui. Fajissene Mireille et Yves Janel nous en disent plus. 50 détenus au sein de la prison d'Adanmour qui ont suivi des formations professionnelles dans de nombreux domaines comme la coiffure, la cuisine, la couture, ont désormais trouvé un emploi. C'est déjà une préparation pour ces femmes détenues à affronter leur vie après avoir purgé leur peine en vue de leur réinsertion sociale. La Fondation Akbar Ali amènera ces femmes prisonnières à leur travail selon les explications. Ces détenus travaillent comme tous les ouvriers et retournent à la prison après le travail. Elles ne devraient pas être un fardeau pour la famille et la société après avoir purgé leur peine. La collaboration entre le ministère de la Justice et la Fondation Akbar Ali s'étendra dans d'autres régions. En plus de fournir des emplois, la Fondation Akbar Ali effectue déjà des examens de santé pour les prisonnières, notamment le dépistage du cancer de col de l'utérus et du sein. Et le ministère de la Communication et de la Culture réunira toutes les industries culturelles et créatives en un seul événement pendant 3 jours lors de l'événement Tukutan B qui se tiendra les 18, 19 et 20 avril au Palais des Sports et de la Culture de Mahamas. Il s'agit d'un événement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement qui se base sur la promotion de l'industrie et du capital humain selon les informations. Reportage signé Natera L'industrie culturelle et créative à Madagascar est un secteur rentable et encore ouvert. De nombreux secteurs composent cette industrie créative et culturelle, comme l'explique le secrétaire général du ministère de la Culture et des Communications. Il s'agit entre autres de l'industrie de l'événementiel et du showbiz, de l'industrie du livre, de l'industrie du cinéma et de tout ce qui tourne autour, de l'industrie de l'art et de la peinture, l'industrie du patrimoine qui est parmi les industries qui peuvent même garantir toute une économie du pays si elle est bien exploitée, comme dans d'autres pays, et enfin l'industrie des médias entre autres. Cette industrie aux multiples facettes seront réunies en un seul événement, car nombre d'entre elles le sont interdépendantes selon les informations. Il sera organisé pendant 3 jours, les 18, 19 et 20 avril 2024, dans le cadre de l'événement Tukutan B au Palais de la Culture et des Sports de Mahamas et sera divisé en 3 espaces, les livres et leur monde, ceux liés aux arts visuels et autour du cinéma, du numérique, de la mode, des médias et du patrimoine. Ainsi, tous les acteurs dans tous ces domaines peuvent interagir et se rencontrer, nouer des liens professionnels, souligne le directeur général de la culture, Francis Razafersan. Lors de cet événement dédié à la culture et la création, il y aura 70 stands d'exposition, 20 performances, 10 masterclass, 6 ateliers et conférences. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination France pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, l'industrie française de l'armement doit produire plus et plus vite. Ce passage à une économie de guerre, selon la formule d'Emmanuel Macron, se structure autour de 2 axes, notamment la reconstitution des stocks de munitions et la relocalisation de la production sur le territoire national. France 24. Produire plus et plus vite pour continuer de soutenir activement l'Ukraine face à la Russie. Un défi de taille pour l'industrie de défense française. Le passage à une économie de guerre souhaitée par le président Macron se structure autour de 2 axes majeurs. Reconstituer les stocks de munitions et de pièces d'artillerie et relocaliser les moyens de production sur le territoire national. Objectif, pallier le risque de pénurie de munitions, être prêt à réagir en cas de conflit de haute intensité et conserver l'autonomie stratégique de la France. Sous l'impulsion de la Direction générale de l'armement, la France s'appuie sur une base industrielle et technologique de défense solide. Elle regroupe l'ensemble des entreprises de défense qui conçoivent et produisent des équipements pour les armées. Structurée autour de 9 grands maîtres d'œuvre industriels tels que Safran, Thales ou encore Dassault, autour desquels gravitent près de 4000 PME, cette base industrielle et technologique de défense française représente plus de 200 000 emplois. Ces entreprises œuvrent à la fois pour les secteurs militaires et civils. Le passage à une économie de guerre implique de donner la priorité à l'industrie de défense.
Aujourd'hui, on a des sous-traitants qui, par exemple, fournissent des pièces mécaniques à la fois pour l'industrie automobile et l'industrie de défense. Comme l'industrie automobile commande dans des volumes bien plus importants, elle est livrée en priorité. L'idée de la priorisation, c'est de faire en sorte que ces flux soient redirigés vers l'industrie de défense. Le passage à l'économie de guerre s'appuie également sur la loi de programmation militaire. Ce texte définit la politique de défense de la France pour les 6 prochaines années, avec un budget prévisionnel de 413 milliards d'euros. De quoi soutenir et donner de la visibilité aux industriels de défense, avec déjà des premiers résultats significatifs. Le fabricant français de matériel militaire KNDS France, anciennement Nexter, s'est dit ce jeudi en capacité de doubler sa production de canons César à 12 par mois, contre 6 actuellement. En Russie, le Kremlin a jugé mercredi la situation très tendue dans plusieurs régions de l'Oural et de Sibérie occidentale touchées par les plus graves inondations depuis des décennies, tout comme le Kazakhstan voisin, alors que le pic de crue n'est pas encore atteint. Plus de 100 000 habitants ont été évacués ces derniers jours, principalement au Kazakhstan et en Russie, ont annoncé les autorités respectives. France 24. Vue du ciel, la région d'Orenbourg ressemble à un gigantesque marais. Mercredi matin, le niveau de l'eau atteignait près de 10 mètres dans la ville d'Orenbourg et doit encore monter. Ici à Orsk, deuxième ville de la région, très touchée après qu'une digue a sauté la semaine dernière, le niveau de l'Oural a baissé selon la mairie. Mais comme on le voit sur ces images, il faudra du temps avant que l'eau ne regagne son lit. Cette habitante a dû quitter sa maison en catastrophe. Je n'ai jamais vu autant d'eau. On a eu des inondations en 2000, mais l'eau n'est jamais montée si haut. Au total, dans la région d'Orenbourg, près de 13 000 maisons ont été inondées et plus de 7 700 personnes ont été évacuées selon les autorités régionales. Le Kremlin reconnaît que la situation est grave. Les prévisions ne sont pas optimistes. Le niveau de l'eau continue de monter et de grandes quantités d'eau sont attendues dans de nouvelles régions. La situation est très tendue. Mais malgré ces inondations historiques, le président Vladimir Poutine n'a toujours pas prévu de se rendre sur place. Et pour clôturer cette édition, en Égypte, les migrants en situation irrégulière doivent désormais s'acquitter d'une amende de $1000 et avoir un garant pour pouvoir rester dans le pays. Une loi qui fragilise encore la situation déjà précaire d'un grand nombre d'entre eux, alors que les arrestations se multiplient toujours. France 24. Quartier El Marg, au nord du Caire. Abdallah Sow est le représentant des quelques 6000 Guinéens du pays. Chaque semaine, certains de ses compatriotes sont arrêtés, faute de papiers en règle. Depuis le mois d'octobre, nous avons constaté des arrestations massives des étrangers, en particulier la communauté guinéenne d'Égypte. Quand même, il y a la peur au ventre, parce que quand tu sors dehors et que tu tombes sur cette brigade qui arrête, et ils sont tous en civil, on t'embarque. Joséphine est arrivée légalement en Égypte il y a plus d'un an. Son visa est expiré et sans papier depuis quelques mois. Plusieurs de ses amis ont été arrêtés. On est maltraité au travail, dans la rue aussi on est maltraité. Il y a beaucoup de personnes en prison actuellement. On peut compter à plus de 60 personnes. Ils sont en prison. Donc actuellement, si on veut sortir, on sort pendant la nuit pour aller faire les achats. Après, on revient. Parce que quand tu sors pendant la journée, tu peux te faire arrêter par la police. Depuis le mois d'août, la régularisation coûte $1000. Un dilemme pour ces migrants qui ne sont payés qu'en livres égyptiennes. Ce chercheur d'une ONG condamne cette nouvelle loi. Quand quelqu'un paye ce montant, que ce soit à la banque ou au marché noir, il n'a même pas le droit de travailler. Donc même s'ils payent ce montant, ils n'ont aucun privilège. Ça ne sert que les intérêts du pays. Plus de 9 millions d'étrangers vivent aujourd'hui en Égypte. Cette nouvelle réglementation rend leur présence sur le territoire de plus en plus difficile. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Au revoir à tous.